Bon, bonjour à tous. Bienvenue lycéens, étudiants, enseignants, enseignants-chercheurs, industriels. Je déclare le 5e RIP, la 5e édition des rencontres étudiantes entreprises de la Plastic Valley ouverte. Merci. Le RIP est le salon avec les entreprises de la Plastic Valley et les étudiants venant de la région spécialisée dans la mécanique ou la plasturgie. Aujourd'hui, vous rencontrerez 23 stands d'entreprises de la Plastic Valley, plus de 800 étudiants, 8 conférences sur des sujets industriels, des sujets de culture, des sujets de développement personnel, des sujets environnementaux. On a jugé ces derniers importants dans le contexte de l'accord de la COP26 à Glasgow. Et nous finirons la journée avec une table ronde sur l'actualité, les problématiques et l'avenir de la Plastic Valley, avec M. Abad, le député de l'Ain, M. Julien, le président de MIHB, une entreprise de la Plastic Valley, Mme Vidal-Salé, la présidente du département génie mécanique de l'INSA Lyon, M. Damien Petitjean, le président du Plastic Campus et du lycée Arbascam, qui nous reçoit pour cet événement, nous le remercions, et Mme Adèle Boisbieu, étudiante à l'INSA Lyon sur le campus d'Oyonnax et présidente de l'association INSAP, qui vous organise cet événement. L'association qui vous organise cet événement est composée d'alternants ingénieurs de l'INSA Lyon sur le campus d'Oyonnax. Ensuite, tout au long de la journée, on va organiser des points de restauration, soit entre 11h30 et 14h, des points de restauration avec des sandwichs pour le déjeuner, mais aussi tout au long de la journée, des points de distribution de café, de petites sucreries gratuitement. Vous pourrez les retrouver à côté des stands. Voilà. Et nous invitons les visiteurs à la recherche d'opportunités à nous envoyer leur CV à l'adresse mail qui est écrite sur vos flyers. C'est cv.rip@gmail.com et nous retransmettrons à tout notre réseau vos CV. Et le soir, un apéritif dînatoire sera assuré par un traiteur pour les partenaires, les industriels, les organisateurs et les invités de l'événement. Et en parlant de partenaires, je remercie l'INSA Lyon, je remercie aussi EDF, notamment la filiale Une Rivière, un territoire. Je remercie AEPV, les acteurs économiques de la Plastic Valley. Je remercie la mairie de Belligna et la mairie de Oyonnax. Madame Véronique Ravet, la maire de Belligna, passera dans la journée. Monsieur Michel Perrault passera aussi aujourd'hui, le maire de Oyonnax. Je remercie aussi HBA, l'agglomération au budget. Je remercie en particulier monsieur Xavier Lecoq pour tous ses bons conseils. Nous avons pu travailler ensemble pour travailler les sujets de la table ronde. Merci beaucoup. Je remercie aussi Polivia Formation. Je pense à madame Godet et madame Guéno, qui nous a débloqué de certaines situations grâce à leur réseau et en nous donnant différents contacts. Je remercie aussi le Plastic Campus, notamment le Plastic Campus et le lycée Arbascam, comme je l'ai dit, qui nous accueille aujourd'hui. Je remercie M. Damien Petitjean, qui sera participant de la table ronde de ce soir. Tous les événements, toutes les conférences et la table ronde seront retransmis sur Zoom. Donc, je pense notamment à tous les étudiants de l'INSA. Vous allez partir cet après-midi, mais si vraiment vous voulez suivre les conférences de cet après-midi, vous pourrez les suivre en distanciel sur le Zoom. Et de toute façon, les conférences et la table ronde seront enregistrées et retransmises sur YouTube. Voilà. On va commencer directement avec la première conférence. La première conférence portera sur l'employabilité dans la Plastic Valley. Lycéens, étudiants, un jour ou l'autre, on sera tous concernés par cela, soit pour une alternance, soit pour un stage, soit pour un premier emploi. Nous allons accueillir Madame Nina Jackson-Ferry. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Bonjour, Madame Nina Jackson-Ferry, vous êtes diplômée de sciences politiques et droit allemand. Vous avez 10 ans d'expérience dans le management, dans le secteur de la grande distribution. Et depuis 1 an, vous êtes responsable d'agence Manpower
pour le travail temporaire, l'intérim. Et vous êtes en lien fort avec le cabinet de recrutement de l'Ain. Madame Nina Jackson-Ferry, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, hyper solennel, je n'ai pas l'habitude. Bienvenue à Oyonnax. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas tous d'ici. Alors, moi, le but de la conférence d'aujourd'hui, ça va être premièrement de vous faire un petit peu de vous présenter le département de l'Ain et la Plastic Valley dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et puis ensuite, ce qui va vous intéresser réellement, ça va être un petit peu des tips sur comment je décroche alors mon premier stage, ma première alternance, mon premier job, enfin concrètement, comment je trouve le job de mes rêves ici. Parce que le but, c'est qu'on y garde. On a un petit problème, on va partager tout de suite le diapo. C'est bon. Sans toutes les bêtises qui sont écrites en bas. Alors, le département de l'Ain, donc on est en plein dedans. Je voulais juste passer sur la suivante, s'il vous plaît. Super, merci. Alors, le département de l'Ain, ça a été pendant longtemps le premier département industriel de France. Le Covid est passé par là, on est passé deuxième. On n'est pas hyper content de ça. La Vendée, en plus, nous est passée devant, pas top. Donc voilà, actuellement, donc depuis 2019, on est deuxième département industriel. Et pour info, le troisième, c'est notre voisin, c'est le Jura. Donc, on est clairement dans une zone ici très industrielle. Il faut savoir que dans l'Ain, 30% des emplois sont dans l'industrie. Donc, ça peut être pas forcément des postes techniques, ça peut être aussi des fonctions support, mais un tiers des personnes. Dans l'Ain, on a des grands sites fleurons de l'industrie, la centrale nucléaire du Bugey, la SIAT, je ne sais pas si vous connaissez, ils sont vraiment fleurons des climatisations industrielles notamment. Et puis à Bourg-en-Bresse, donc pas très très loin d'ici, on a Renault Trucks, d'où sortent tous les camions Renault que vous pouvez voir sur l'autoroute qui vous embêtent dans les bouchons. Voilà. Le département de l'Ain, c'est un tissu dense de PME. Donc on a principalement des petites entreprises. Et qui touche vraiment toutes les filières d'activité. Alors forcément, aujourd'hui, je vais vous en parler d'une en particulier, c'est la filière plasturgie. Alors, la Plastic Valley, c'est une zone, donc on est en plein dedans, c'est la zone qui est autour d'Oyonnax. Elle s'étend sur une partie du département de l'Ain et une partie du Jura, donc en direction de Saint-Claude, pour ceux qui connaissent. Historiquement, c'est une zone qui est très industrielle. Il y a quelques siècles, on va dire, ça a commencé avec les peignes et les ornements de coiffure. Donc, c'était la spécialité ici, donc en corne, en bois. Et puis ensuite, pour industrialiser un petit peu le truc, on est passé sur le plastique. Donc, la Plastic Valley ici, du coup, hérité de ce nom-là et du coup, est devenue la plus forte concentration d'entreprises plastiques en Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une zone qui rayonne sur tout le monde en termes d'exportation. Et pour vous donner quelques chiffres, on a 600 entreprises sur la Plastic Valley. Ça représente à peu près 10 000 emplois, donc il y a du travail pour vous tous, et à peu près 2 millions de chiffres d'affaires. La plasturgie, c'est large. Il y en a plein qui ont une mauvaise image de la plasturgie. Aujourd'hui, dans la Plastic Valley, on touche quasiment tous les domaines possibles, on va dire. Donc, l'aéronautique, l'automobile, le cosmétique, le médical aussi. S'il y en a qui ont des petits frères, des petites sœurs, la pipette du Doliprane pour les bébés, c'est fait ici. Le cosmétique aussi, les filles, le parfum Dior, j'adore, voilà. On est en plein dedans. Merci. Donc, le département de l'Ain, c'est un département dynamique en production, je viens de vous le dire, mais aussi en innovation. Alors, il y a des grands fleurons d'innovation dans le département de l'Ain. Le premier, vous le connaissez probablement, c'est le CERN, qui est à 30 minutes d'ici, donc à la frontière suisse. Le CERN, c'est le centre de recherche nucléaire. Ça embauche à peu près 3500 personnes qui viennent d'à peu près 100 pays différents et qui drainent en moyenne 15 000 chercheurs de tout le monde entier, tout le temps. On a aussi des pôles de compétitivité. Polyméris, dont le siège est juste derrière à la Maison des entreprises. Donc là, c'est le pôle de compétitivité pour le caoutchouc et les plastiques. Et puis également Xylo Futur, qui est également pas très loin d'ici, et c'est la recherche dans le domaine du bois.
On a aussi des pôles technologiques. Juste de l'autre côté de la route, l'IPC, donc le centre d'innovation, je vais y arriver, plastique et composite, et puis Alimentec pour l'agroalimentaire à Bourg-en-Bresse. Je vais trop doucement, ça va? Non, c'est... Voilà, donc du coup, je vous ai fait une petite cartographie, on va dire, du département d'Ain, de la Plastic Valley. Concrètement, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous avez trouvé le job, pas de savoir où on se trouve. Ça, je pense qu'au final, c'était plus une introduction. Et donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de l'employabilité sur la Plastic Valley. Alors, j'ai ressorti deux définitions. Merci. Je préfère garder la 12e de l'Organisation internationale du travail, donc je vais vous la relire. Aptitude, donc l'employabilité, c'est l'aptitude à chacun à trouver et à conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle. C'est très important cette dernière partie, c'est s'adapter tout au long de la vie professionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on le dit, on le redit ces derniers temps, la plupart des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Il faut savoir que tout ce que vous apprenez aujourd'hui, vous allez devoir continuer à apprendre toute votre vie et que vos métiers vont changer et évoluer toute votre vie parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge très vite. Ah, vous m'entendez derrière? Super. Alors, qu'en est-il de l'employabilité sur le bassin de la Plastic Valley? On a une dynamique qui est forte, je l'ai dit, mais on a aussi plusieurs points noirs, on va dire, notamment, donc je vais vous les énumérer, des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, moi, c'est mon fer de lance en tant que cabinet de recrutement. On est vraiment dans une difficulté à trouver de la ressource. Il y a une très mauvaise image, alors ça, c'est pas qu'ici, je pense que c'est partout, une mauvaise image de l'industrie et souvent une image qui est un peu erronée, c'est-à-dire qu'on pense que l'industrie, c'est sale, c'est germinal, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous avez tous déjà été dans une entreprise industrielle dernièrement? On est d'accord que c'est plutôt nickel, on pourrait presque manger par terre, hein, à part si vous êtes allé dans une fonderie. Il y a une évolution nécessaire face au numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en poste ont des fois du mal à s'adapter aux évolutions techniques. Dans la Plastic Valley aussi, on a un phénomène qui est très spécifique ici. On a un chômage structurel, donc un chômage qui ne bouge jamais, qui est plus fort que le reste du département de l'Ain et qui est plus fort que la région Rhône-Alpes. Mais à contrario, les profils qualifiés techniques ont un chômage bien plus bas que le département de l'Ain et que la région Rhône-Alpes. Donc, du coup, tension. On a aussi une prépondérance d'un tissu de PME, je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce qu'en soi, c'est super une PME, sauf qu'en fait, les PME, elles sont peu connues. En général, si je vous en cite 2 ou 3, je pense que vous ne les connaîtrez pas, contrairement à Renault Trucks, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est des entreprises qui ont du mal à recruter parce que vous ne les connaissez pas, parce qu'elles ont du mal à diffuser leurs offres, elles ont du mal à se faire connaître. Et du coup, c'est compliqué pour elles. Et ensuite, dernier point, c'est que forcément, on a une prééminence d'entreprises plasturgistes. Et donc, forcément, il y a une forte concurrence entre elles sur le recrutement. Ah, d'accord. Alors, concrètement, on va rentrer dans le dur. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour trouver le job de vos rêves? Il y a une règle d'or, c'est bien se connaître pour bien définir votre projet. Donc, il va vraiment falloir qu'avant que vous envoyiez 100 CV à toutes les entreprises de la planète, c'est que vous réfléchissiez à vous, concrètement, de quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et ensuite, d'avancer en fonction de ça. Alors, vous allez réfléchir à votre mobilité géographique. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Où est-ce que vous n'avez pas envie d'aller? Où est-ce que vous avez la possibilité d'aller aussi? Combien de temps de route? Est-ce que vous pouvez déménager? C'est des choses auxquelles il faut réfléchir en amont. Parce que ce n'est pas quand le recruteur va vous dire
Ok, ben, j'ai un poste, mais il n'est pas ici, il est à 100 km, c'est bon pour toi? Ah ben, je sais pas, non, il faut y avoir réfléchi. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas? Il va falloir réfléchir à votre mobilité de carrière. Alors, la mobilité de carrière, pour ceux qui n'ont pas commencé à travailler, c'est peut-être encore un petit peu abstrait, mais concrètement, ceux qui ont déjà leur premier job, c'est où est-ce que demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, je ne sais pas si vous êtes embauché comme tech de maintenance. Est-ce que vous allez faire tech de maintenance toute votre vie ou est-ce que vous envisagez, vous voulez, vous acceptez de faire évoluer votre carrière? Ensuite, vous allez vous poser des questions sur vos compétences transverses. Ça vous parle? Les compétences transverses, c'est ce qui est transférable d'un métier à l'autre. Votre organisation, votre leadership, le travail d'équipe, etc. C'est des choses qui peuvent servir dans un poste comme dans un autre. Quelles sont vos compétences transverses? Ensuite, forcément, vous allez faire le point sur vos hard skills. Alors ça, en général, on est bien au fait de quels hard skills on a, quelle langue je parle, quel logiciel je maîtrise, quelles compétences techniques j'ai acquis au cours de mes expériences, etc. Donc, bien les lister et bien les clarifier. Et le dernier, et on en parle de plus en plus, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est les soft skills. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on va rechercher forcément le plus chez une personne. Donc, qu'est-ce que c'est les soft skills? C'est les compétences comportementales, on peut les appeler comme ça. C'est est-ce que je travaille, est-ce que j'ai une pensée analytique, est-ce que j'ai une capacité à résoudre des problèmes, etc. Depuis 2 ans, c'est devenu plus important, ou presque, sauf sur quelques métiers très techniques, que les hard skills, puisqu'au final, ça, c'est quelque chose qu'on a en soi et qui c'est compliqué d'apprendre. Contrairement aux hard skills, on peut toujours faire une formation, être accompagné et se développer. Donc, du coup, elles sont vraiment devenues très importantes. Je vais vous donner le top 5 de celles qui sont recherchées par les recruteurs aujourd'hui. Cadeau. Alors, la première, c'est la pensée analytique et l'innovation. Aujourd'hui, ça va être une compétence qui va vraiment être recherchée, notamment dans les conduites de projet. Sur des postes où il va y avoir des dimensions de projet, la pensée analytique va être primordiale. La deuxième, c'est l'adaptabilité et l'apprentissage continu. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue en permanence. Et donc, si vous avez la capacité d'apprendre, de vous remettre en question, d'avancer, forcément, vous passerez avant les autres. La troisième, c'est la capacité de résolution de problèmes complexes. Et celle-ci, elle est vraiment devenue importante, notamment avec la crise sanitaire. Concrètement, les magasins ont tous fermé. Comment je fais pour vendre ma marchandise alors que mon magasin est fermé? Mon entreprise, j'ai la moitié des effectifs qui est à la maison, confinée. Comment est-ce que je fais pour faire continuer à avancer ma prod malgré le fait qu'il manque la moitié des effectifs? Et ça, du coup, la compétence de résolution de problèmes complexes, c'est quelque chose qui a vraiment pris une place très importante dans les entreprises. C'est moi? Je parle trop fort maintenant. Mettez votre main un peu plus haut, parce que c'est le moteur. D'accord. La quatrième, c'est la pensée... Merci. La quatrième, c'est la pensée et l'analyse critique. Alors, il est complémentaire avec le top 1, sauf que le top 1, on va dire que c'est une vision qui est plutôt pragmatique du problème. Ici, on est vraiment sur la capacité de remise en question de ce qui se passe. Aujourd'hui, ce n'est pas prendre pour content ce qui est fait, mais proposer des choses, analyser ce qui se passe et être dans l'amélioration continue. Et la dernière, c'est la créativité, l'originalité et la capacité à prendre des initiatives. Alors, vous l'aurez peut-être noté, sur ce top 5 des soft skills qui sont recherchés par les recruteurs aujourd'hui, il y en a 4 qui sont dans le domaine de la résolution de problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui découle directement en fait, de la crise sanitaire, puisque du coup, ça a complètement remis en question toute notre manière de travailler, de penser, de faire. On a dû se réinventer.
Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment se le dire, c'est que c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, il faut que vous réfléchissiez, vous, en amont de vos entretiens et de vos candidatures, sur quelle est ma capacité d'analyse, comment est-ce que je réagis face à un problème, etc. Et donc, mettre ça au clair pour pouvoir mieux vous vendre. Vous pouvez encore en sauter. Alors, le marché de l'emploi ici. Donc, on l'a dit, on a un territoire qui a des atouts, une dynamique de prod, clairement. Et puis, on a plein d'atouts pour favoriser l'employabilité. Alors, vous êtes en plein dedans. Des établissements d'enseignement qui sont vraiment en lien avec le marché. Aujourd'hui, ici, on est principalement sur une industrie plasturgiste. Et voilà, on a un lycée pour tous les niveaux du bac pro au cycle ingénieur qui est tourné plasturgie. On a des acteurs économiques qui sont dynamiques sur le territoire. Et on a forcément les agences qui connaissent le bassin et qui font le lien avec les employeurs. Par contre, il faut savoir quelque chose, et c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a que 50% du marché du travail que vous allez pouvoir voir sur les job boards. Donc, les job boards, tous ceux que vous pouvez connaître, Météo Job, etc. Les offres que vous voyez sur Internet ou dans les journaux ou ailleurs, c'est que 50% du réel marché du travail. Les autres 50%, c'est des offres cachées. Alors, qu'est-ce que c'est des offres cachées ? C'est des jobs ou des postes, globalement. Ça peut être de l'alternance, ça peut être tout. On ne parle pas forcément d'emploi en CDI. C'est des postes qui, du coup, paraissent jamais et qui sont pourvus quand même. Alors, attention, je ne parle pas de passe-droit. Ce n'est pas du pistonnage, comme on peut dire parfois. Mais c'est un marché d'opportunités, concrètement. Vous faites votre stage, vous êtes embauché en CDI derrière. L'offre, elle n'a jamais peut-être été publiée nulle part. Mais néanmoins, vous avez été embauché. Autour du café, vous parlez d'un ami qui en a marre de son entreprise, qui aimerait changer. Votre patron dit « Ah, je cherche justement, je ne l'ai pas encore dit. » Et puis le troisième, c'est nous. Quand on fait le point sur une offre, forcément, le client nous dit « Oui, dans un an, il y a lui qui part à la retraite, etc. » Nous, peut-être qu'on rencontre la bonne personne, qu'on le propose. Paf, le poste est pourvu. Alors, il est pourvu par une personne qui a les compétences, etc. Mais du coup, personne n'a jamais vu l'offre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il va falloir vous dire que du coup, ça passe par le réseau. Et donc, il va falloir travailler de manière obligatoire votre réseau. Ah, mais vous pouvez l'avancer pour qu'elle soit... Ouais, merci. Le dernier point sur lequel il va falloir travailler, c'est que vous allez définir vos critères pour le bon job. Donc, le salaire, l'équilibre vie perso, les valeurs, le cadre, etc. Et ensuite, comme je vous le disais, vous allez vous faire connaître. Le CV, la lettre de motivation, c'est désuet, mais c'est obligatoire. Aujourd'hui, on recrute de moins en moins sur CV, c'est vrai, mais il reste obligatoire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous travaillez. S'il vous plaît, je vous interdis d'envoyer sans lettre de motivation toute la même à toute la planète entière. Ça ne sert à rien, ça donne juste une mauvaise image de vous. Il vaut mieux en envoyer 3 et les travailler de manière plus personnelle, avec un lien avec l'entreprise, avec un lien avec le produit qui est fait ou qui est vendu, mais vraiment quelque chose de personnalisé. Un jeté de lettre de motivation, c'est inutile. Le CV, il est plus générique, on va dire, mais il est obligatoire. En fait, aujourd'hui, le CV, on ne va pas forcément se baser 100% dessus, on va juste peut-être checker quelques hard skills qui soient bien en place en fonction de ce dont on a besoin. Mais on va l'utiliser en fait plus comme... voilà, il y a votre numéro de téléphone, il y a votre mail, comme ça on peut vous contacter. S'il n'y a pas de CV, il ne se passe rien. OK ? Sur votre CV, il va falloir valoriser vos expériences professionnelles et personnelles. Alors, vous êtes tous jeunes, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'expériences professionnelles dans le domaine que vous étudiez, dans le domaine dans lequel vous allez chercher votre premier emploi, mais ce n'est pas grave. Il faut que vous mettiez en valeur ce que vous avez fait auparavant. Peut-être que vous avez été au pair à l'autre bout du monde. C'est top, ça montre que vous êtes quelqu'un qui est dynamique, qui n'a pas peur de partir. Voilà.
peut-être que vous avez organisé un salon pour plein de jeunes et c'est super, ça va montrer que vous avez du leadership, etc. Voilà, donc en tout cas, mettez bien en valeur ce que vous avez pu faire auparavant et dites-vous pas, ouais, c'est bon, du babysitting, ça n'a pas de rapport avec un poste d'ingé méthode. Bah, peut-être que si, ça montre que vous êtes bougé, que vous avez fait des choses. Ok. Ensuite, vous allez identifier les entreprises que vous allez, dans lesquelles vous allez avoir envie de postuler et vous allez solliciter le réseau que vous aurez créé. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse LinkedIn. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est le réseau premier qu'on utilise. Prenez contact. Quand voilà, aujourd'hui, vous allez passer sur des stands, allez chercher les personnes de ces entreprises, allez les ajouter sur LinkedIn. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous servira à rien, mais peut-être que dans 2 ans, c'est eux qui vous donneront l'offre cachée dont on parle. Demandez à vos maîtres de stage ou à vos employeurs, voilà, si vous faites une alternance par exemple, de vous mettre des recommandations. Ça, c'est vraiment important et ça vous fait vraiment un profil de qualité. Attention à ne pas trop liker et à ne pas trop commenter tout et n'importe quoi juste pour se dire de se faire voir. Ça, c'est pas top. Il vaut mieux publier et commenter un peu moins sur LinkedIn, mais de manière qualitative. Voilà, quand on apporte vraiment quelque chose, mais par contre, allez-y, ça va vous faire connaître. Et puis ensuite, quand vous allez décrocher votre entretien, préparez-vous, renseignez-vous sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Depuis quand elle existe? Qui est le patron? C'est un groupe? C'est pas un groupe? S'il y a des valeurs en particulier, il y a des entreprises qui vont vraiment vraiment être des entreprises familiales, donc les valeurs des valeurs de fidélité, etc. Il y en a d'autres où on va être sur des groupes plus type américain, où on est sur de l'ultra-performance. Voilà. Du coup, ça va vous permettre aussi d'adapter votre discours. Encore une fois, je le redis, identifiez bien vos soft skills parce que c'est là-dessus qu'on va venir vous chercher le plus. Et puis, préparez-vous aux questions types. Alors, qu'est-ce que c'est une question type? Ce n'est pas vos 3 qualités, vos 3 défauts, ça ne se fait plus trop de demander ça. Par contre, les questions types, c'est ce dont je parlais avant. Quel salaire, quelles sont vos prétentions salariales? Alors, vous ne me dites pas 1 500 € net, parce que ça n'existe pas, le net. Dans un recrutement, vous parlez en brut et plutôt en annuel. C'est plutôt ce qui se fait, en tout cas ici. D'accord? Donc, réfléchissez-y, parce que quand le recruteur forcément va vous demander quelles sont vos prétentions salariales, je sais pas, moyen. Alors que si on arrive en disant, moi, je veux entre temps et temps, voilà, c'est ce que j'aimerais. Après, vous pouvez dire que vous êtes ouvert, pas de souci. Mais voilà. Pour finir, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était donc sur un... Pardon, je suis en train de perdre ma voix, heureusement qu'on est à la fin. Je vous ai dit qu'on était sur un département et une zone qui était très dynamique en termes de production. Aujourd'hui, il faut que vous vous disiez, il faut vous rassurer. Alors, à la télé, on entend toujours parler de chômage, de blablabla. Ici, il n'y a pas de problème. Si vous voulez du job, vous en aurez. Et vous aurez ce que vous recherchez, tant que vous vous donnez les moyens et que vous vous préparez correctement. Alors, aujourd'hui, nous, chez Manpower, mais on est assez représentatif, je pense, de ce qui se fait sur la zone. On va chercher des métiers support à l'industrie, des assistants ADV, des commerciaux, des RH. On va chercher les métiers des bureaux d'études, des ingénieurs, des dessinateurs. Donc, on est vraiment sur tous les niveaux. On va chercher des métiers de production aussi, donc les techniques, donc les moulistes, les régleurs, les conducteurs de ligne. On va chercher des métiers d'encadrement, des chefs d'équipe, par exemple, et des métiers de prod. Alors là, c'est un petit peu différent, sur des opérateurs, des manutentionnaires, etc. Aujourd'hui, les métiers de prod ou les missions courtes, on est surtout sur du travail temporaire. Alors, ça peut être, par exemple, l'été prochain, si vous voulez gagner 2-3 sous, vous pouvez travailler sur des métiers de prod assez facilement. Ou aussi des fois quand c'est de la mission ponctuelle, un chef de projet sur un projet bien particulier, ce n'est pas un poste pérenne,
mais ça peut être un travail temporaire. Et puis ensuite, les postes qualifiés et les postes sur des missions longues, donc aussi sur de la prod, et là, c'est du CDI principalement. Et il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes tout jeune et même si vous êtes là pour votre premier job, vous pouvez avoir votre CDI facilement. C'est une idée qui est fausse ou en tout cas qui n'est pas juste ici en local. Le dernier point, parce que je vais vendre ma maison un peu, je voulais vous dire que donc, nous, aujourd'hui, on a un cabinet de recrutement, on fait du travail temporaire, mais on fait aussi du recrutement donc, en permanent. Et je voulais juste casser l'image reçue que en fait, le cabinet de recrutement, c'est pour les gars hyper capés avec 20 ans d'expérience. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, un cabinet de recrutement, il est aussi ouvert à des juniors qui n'ont jamais travaillé. Il est aussi ouvert aux alternants. Donc, si demain, vous cherchez une alternance, on peut vous aider, on peut vous accompagner là-dessus parce que nos clients nous demandent régulièrement des alternants. Et puis, si c'est pour un premier job, il n'y a pas de problème aussi, on peut vous accompagner dessus. Il faut savoir qu'en fait, la pénurie, pour vous, c'est un gros plus parce que du coup, les clients voient un petit peu à la baisse leurs exigences. Il y a encore 5 ans en arrière, on voulait les moutons à 5 pattes, comme on dit. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, pas cher, qui était bilingue, et ci, et là. Aujourd'hui, de toute façon, on ne trouve pas ça. Donc, les clients, petit à petit, remettent ça un petit peu en question et sont prêts à prendre quelqu'un qui a des super soft skills, qui sera peut-être bilingue, parce que ça va être quelque chose qui va être nécessaire. Mais par contre, tout le reste, on va le former et tant pis, dans 1 an, il sera bon, mais pour l'instant, on le prend comme ça. Et puis, il faut vous dire aussi que vous, les juniors, vous avez des gros atouts qu'ont pas les vieux de la vieille. Vous êtes plutôt flexible en général, vous êtes plutôt mobile. Et surtout, vous maîtrisez bien l'informatique et les nouvelles, les nouvelles machines, en fait, parce que du coup, vous êtes formés sur les nouvelles machines. Et ça, c'est des gros plus sur le marché de l'emploi. Voilà. Si vous avez plus de questions, il me semble que vous pouvez les poser via l'appli. Et sinon, vous pouvez venir nous voir sur le stand toute la journée. C'est bien ça. Vous avez très bien résumé. Merci beaucoup. On avait positionné différents QR codes dans la salle pour qui vous envoient sur le lien WoClub pour poser vos questions. On va vous poser les questions du public. Madame Jackson. La première question est la suivante. Nous avons souvent l'impression que tous les CV et la démotivation sont les mêmes. Quels sont les aspects importants qui permettent aux étudiants de se différencier des autres? Alors, le CV, c'est vrai qu'il est peut-être plus générique quand on est jeune, mais encore une fois, comme je vous disais, mettez en avant vos expériences pro et perso. Vous êtes fan d'escalade, ça va dire que vous êtes quelqu'un qui est capable de travailler en autonomie, mais qui n'a pas peur du risque. A contrario, vous êtes capitaine de rugby depuis 10 ans, on va se dire « Ah, il a un peu de leadership, celui-là ». Donc ça va vraiment vous permettre de vous différencier. La lettre de motivation, encore une fois, elle doit être adaptée à l'entreprise. Donc, elle ne sera pas tout le temps pareille. Vous allez juste vraiment dire pourquoi vous, avec vos qualités à vous, donc les soft skills que vous aurez analysés en amont, pourquoi vous correspondez bien à telle entreprise. Et il y a une deuxième. Comment reconnaître un appel d'offres qui nous correspond? Alors ça, il va falloir faire le travail en amont, de se dire exactement ce que vous voulez. La troisième, vous avez déjà répondu. C'était ça la question? C'était comment? Tu peux répéter la deuxième question? Comment reconnaître un appel d'offres qui nous correspond? Alors, 2 choses. Déjà, vous vous êtes posé la question, donc vous avez fait le point de bien vous connaître pour savoir quel est votre projet. Donc déjà, quand vous aurez fait ce travail, qui prend un petit peu de temps, des fois, on a du mal à le faire tout seul aussi, ça vaut le coup de se poser les questions avec des maîtres de stage, avec des profs, avec des potes aussi, ça peut aider de se dire, tu me trouves comment? Est-ce que, voilà, donc, vraiment faire le point là-dessus pour savoir ce qu'on va rechercher derrière. Et après, moi, je suis assez fan du bagou. C'est que des fois, si ça vous fait rêver, mais que vous n'êtes pas sûr que ça marche, tentez-le. Ça marche souvent. Si vous vous vendez bien et que ça vous fait rêver, tentez-le.
Je peux peut-être donner un exemple sur l'agence intérim. On cherchait quelqu'un depuis 1 an sur un poste d'ADV, donc assistant administration des ventes, pardon. Ça faisait 1 an qu'on cherchait. Donc, le client cherchait quelqu'un qui avait 5 ans d'expérience, bilingue anglais, mais bilingue, pas un bon niveau, et pas trop cher. Parce que c'était une ouverture de poste, donc il n'y avait pas un gros budget. Donc, pendant 1 an, on a cherché, on n'a jamais trouvé. Et au bout d'un moment, j'ai ma commerciale qui a eu du bagou et qui a proposé quelqu'un qui était bilingue anglais, basta. Elle n'avait rien d'autre. Elle avait des super soft skills, rien d'autre. Elle n'avait jamais travaillé dans l'industrie techniquement. Et ben, du coup, le client l'a pris et l'a formé. Et du coup, c'était un coup de poker, on va dire, mais au final, aujourd'hui, la personne, elle est embauchée dans l'entreprise depuis 1 an. Il faut tester des fois. Il y a des questions qui commencent à arriver là. Celle-là. Le service de Manpower est payant? Non, pas pour vous. C'est payant pour les entreprises. Mais pour vous, non, bien entendu que non. En fait, nous, on est commissionné sur les embauches, en fait. Donc, en fonction de la personne qu'on place, en fonction du type de métier, de la tension sur ce métier-là, et puis du salaire, nous, on prend une commission dessus. On est comme les agents de stars, c'est la mode en ce moment. Mais d'ailleurs, on dit ça chez Manpower, si jamais, on dit qu'on est agent des talents. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'être vos agents et après, on prend la commission sur votre embauche. Donc, pour vous, c'est totalement gratuit. C'est fini pour les questions? Oui. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci. Donc, vous l'avez déjà dit, mais vous êtes toute la journée présent sur le stand. N'hésitez pas. Tu veux poser une question aussi? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose encore, les lettres de motivation? Parce que, comme vous l'avez dit souvent, on fait un seul modèle, on voit tout le monde. Alors, si c'est comme ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Je répète la question pour les gens en retransmission. Est-ce que les lettres de motivation sont vraiment utiles quand on cherche un emploi? Donc, aujourd'hui, non. Si elles sont génériques, elles ne servent à rien, on est d'accord. Après, aujourd'hui, peut-être que si vous postulez pour un poste en communication marketing à Paris, non. Mais aujourd'hui, on est quand même dans l'industrie. L'industrie, on n'est pas ultra innovant en termes de recrutement et de RH, et on reste assez classique. Et donc aujourd'hui, oui, c'est mieux. Ça va démontrer un certain sérieux. Et je sais que c'est pénible et ça se fait de moins en moins. Et dans la sphère RH, on dit de plus en plus que c'est désuet. Néanmoins, dans l'industrie, ça reste encore une obligation. On a un peu de temps, peut-être qu'on peut attendre encore une question. On va prendre encore une dernière question parce qu'on a un peu d'avance. On a attaqué un peu avant 9h30. Il vaut mieux mettre le plus important sur un CV ou sur un blinder? Ou le blindé. Ou le blindé. Ou le blindé. Alors, je pense que là, pour le coup, c'est obvious. On va rester sur l'anglais. Il faut mettre Alors, en fait, ça dépend. Si vous êtes tout jeune et que vous avez peu d'expérience, vous pouvez tout mettre en faisant quand même attention qu'il y ait une certaine pertinence et un certain lien. Par contre, non, ça ne sert à rien de le blinder. C'est-à-dire que quand vous aurez eu votre première ou deuxième expérience dans le métier sur lequel vous voulez vous vendre, je pense qu'on peut enlever le babysitting, le machin, le truc. Par contre, si vous n'avez pas de première expérience, oui, mettez tout ça en fait. Donc, votre CV, il va évoluer de toute façon, bien entendu, tout le long de votre carrière. Un CV, c'est une page. Donc, à part, voilà, au bout d'un moment, on est obligé au bout d'un moment de faire du tri. Vous pouvez pas. On a reçu un CV dernièrement de 7 pages à l'agence. Il y avait de l'expérience, mais c'est pas possible. Enfin, ça donne pas envie. Donc non, vous le blindez pas. Tu veux poser encore une question? Oui, on a encore un peu de temps. Lors d'un entretien, si on nous demande le salaire qui nous convient, il ne vaut pas mieux contourner la question en disant par exemple que c'est l'expérience qu'on va acquérir qui nous motive vraiment à prendre le poste. Alors,
Contourner la question, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise avec. Donc non, ce n'est pas une super idée. Par contre, oui, effectivement, vous pouvez dire que c'est le poste qui vous fait rêver. Concrètement, il vaut mieux dire, moi, j'aimerais entre 30 et 35K, je vous dis au pif. Par contre, honnêtement, aujourd'hui, si c'est un peu moins, je suis tout à fait ouvert parce que l'expérience me fait rêver. Mais contournez pas les questions. Si on vous la pose, c'est qu'on attend une réponse. Après, ça peut être une fourchette très large, si vous n'êtes pas trop sûr. Bon, merci beaucoup encore, Madame Nina Jackson-Ferry. Retrouvez-la sur son stand.